Connectez-vous, mettez les cœurs pour faire vivre le live. Et maintenez le live en vie. Le live d'aujourd'hui, nous allons peut-être, il n'y aura pas de musique. Et il y a des fortes possibilités pour que ce live puisse se couper après, parce qu'on a un problème de délestage. De délestage ici. Excusez-moi, j'ai souvent du mal à voir quand il y a la lumière. Quand il y a trop de soleil, j'ai du mal à voir. Donc, connectez-vous. Nous allons commencer dans 3 minutes. Donc, le temps d'attendre les autres. Il y a déjà 2 là. Nous attendons et nous allons exposer. Le live que je vais faire aujourd'hui, ce live-là, concerne un certain nombre de parents qui m'ont contacté après le direct, après mon dernier direct sur les 3 points. Ils ont insisté sur la scolarité et les problèmes que les parents rencontrent aujourd'hui. Je ne vais pas, je vais d'abord m'excuser auprès de ceux-là qui sont en Mila, ceux qui m'ont envoyé depuis Mila, à l'école chronique de Mourila. Allez là-bas. Amène l'enfant à la maison. Comment tu vas? Oui. Je ne vais pas insister, je ne vais pas rentrer sur ce point, ils vont m'excuser parce qu'en fait, j'ai essayé de rappeler la personne qui m'avait envoyé des informations. Puisqu'il y a des noms des personnes qui sont citées à l'intérieur, j'aurais voulu avoir un certain nombre de documents pouvant me permettre de parler du dossier et avoir des preuves sur place parce qu'aujourd'hui, on en a besoin. Bon, malheureusement, le document que vous m'aviez envoyé, ce document-là, il y a quelqu'un qui a effacé le signataire du document. Donc, je vais mettre ça à côté. Je vais directement prendre comme ça dans l'ensemble des interventions des parents. Alors, le problème de la scolarité, c'est vrai, c'est un problème assez lourd. C'est vrai que ça amoindrit l'autorité parentale parce que beaucoup de parents se retrouvent dans une situation où, bien évidemment, ils perdent l'autorité. Je le disais déjà il y a 2 ans, que l'histoire des dons brise l'autorité parentale parce que quand c'est quelqu'un d'autre qui vient acheter les fournitures de vos enfants, au moment où vos enfants attendent vos efforts, ça frise un peu le ridicule parce que l'enfant a comme l'impression que c'est l'autre, le papa de l'autre qui se soucie de lui. La distribution des manuels scolaires ne devrait pas alors faire l'objet d'une campagne publicitaire, campagne de dons. Sinon, ça donne une connotation politique à l'action du président de la République. Déjà, l'action est noble. L'action est noble parce qu'on va donner des manuels, mais on aurait dû les donner avant parce que je me souviens à notre époque, lorsque nous, on allait à l'école, on trouvait déjà les livres dans les établissements et on nous les donnait et qu'on devait rendre après. Ça, c'était dans la tête de l'enfant. Il savait qu'à l'école, j'aurais des livres. Donc, ça ne mettait pas en confrontation le parent. Et beaucoup de syndicalistes ont parlé de cette situation. Je pense que pour certains des parents qui m'appellent, ils devraient aller regarder sur les forums. Vous allez voir qu'il y a des enseignants qui se sont prononcés quant à la situation que rencontre un bon nombre de parents aujourd'hui. Mon intervention va alors à l'endroit des parents sans voix, dont les enfants scolarisés dans le public connaissent également les mêmes problèmes parce que ce qui m'a été reproché, c'est d'avoir seulement défendu la situation des enfants dans les écoles privées. Nous allons d'abord décortiquer le problème, le diagnostic du problème. Ces enfants qui sont soumis à l'inscription ou à la réinscription dans les écoles, c'est-à-dire le pays, le nom des différents
association APE, dont Association des parents d'élèves, la mutuelle, les tenues scolaires qu'on vend à l'école, les tenues de sport également, surtout, ils doivent fournir divers matériels. On parle de papier hygiénique, rames de papier, les craies. Voilà pourquoi certains parents vont se retrouver, et bien évidemment, avec des listes de fournitures kilométriques. Parce que, effectivement, on a mis, bonjour, Fabrice Veil, on a mis un certain nombre de choses. Mais les causes, ce sont les causes que nous devrions rechercher. Parce que si nous cantonnons à regarder que les listes de fournitures sont kilométriques, on demande si non, on ne va pas arriver à la solution. Moi, je pense qu'il faut aller rechercher les causes. Parmi les causes, nous allons nous rendre compte que depuis plusieurs années, les écoles publiques n'ont plus de budget de fonctionnement. C'est-à-dire que les responsables des écoles publiques arrivent sans budget parce qu'on a supprimé le budget de fonctionnement. Ça ne fait plus partie de la ligne budgétaire de l'État. Alors, la conséquence ici, c'est quoi? La conséquence, c'est que les chefs d'établissement se reposent désormais sur les frais d'écolage pour faire effectivement face à la rentrée au fonctionnement minimum de l'établissement. Donc, le fait qu'on a supprimé le budget de fonctionnement, ces chefs d'établissement veulent avoir des bancs. Il faut les bancs, il faut la craie. Du coup, c'est le parent qui assume tout. Et ça, personne ne viendra le démentir parce que en 2022, je crois, entre 2021 et 2022, Ali Bongo, modifiant la Constitution, avait effectivement rejeté la responsabilité de l'État pour remettre la responsabilité de l'enfant scolarisé entre les mains des parents. Or, c'est l'État qui gère les dividendes dans un pays et ce sont les gouvernants qui doivent également veiller au développement. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Mettez le cœur, pardon. Donc, du coup, quand ce problème est arrivé, les enseignants, les chefs d'établissement ne pouvant pas eux-mêmes prendre de leur poche pour effectivement avoir la craie, les feuilles pour faire des photocopies, ont créé, comment dirais-je, ils ont créé la fonction de rentabilité qui va permettre de compenser le budget qui a été retiré. Du coup, effectivement, on se retrouve avec plusieurs cotisations au niveau de l'APE. On se retrouve avec des commerces, on transforme des centres d'établissement en surface commerciale. Donc, à partir de cet instant, l'enseignant, ne recevant plus de subventions de l'État, va tout faire pour se battre, pour faire vivre son établissement, dont les dirigeants. Mais le problème, si on parle du problème, ça c'est la responsabilité des gouvernants. Mais dans ces causes-là, il y a aussi des causes internes, donc des causes qui incombent à certains enseignants et peut-être aussi aux dirigeants de l'établissement qui, voyant que ça payait, certainement quand ils ont lancé leur processus de cotisation sur toutes les formes, ça va Yannick, sur toutes les formes, ils ont certainement trouvé que ça payait et là, bien désormais, ils peuvent lancer la chose autrement. Donc, nous arrivons à un second problème qui est dû du fait que ces frais
des collages. C'est comment? Pas avec l'enfant là-bas. Excusez-moi. Hein. Ces frais de collage font l'objet de multiples trafics. Donc, les cotisations que les parents donnent vont faire l'objet de plusieurs objets de trafic, dans la mesure où la plupart des associations des parents d'élèves n'ont pas une gestion transparente. C'est-à-dire, vous donnez l'argent, 2000, mais la gestion de cet argent n'est pas explicite, on ne voit rien, on ne sait pas pourquoi, à quoi sert cet argent, dès lors où le parent va encore contribuer, parce que quand vous allez inscrire l'enfant ou réinscrire, vous allez m'excuser parce que je sens qu'on n'ira pas au bout de ce direct, parce que bien effectivement, donc, du coup, on se pose la question, à quoi sert cet argent? Où va cet argent? Qu'est-ce que fait cet argent? N'oublions pas que les mêmes parents, quand ils vont inscrire l'enfant, tellement 200, et puis vous arrivez, vous payez la PE. Qu'est-ce que l'argent l'a fait? Comment fonctionne la PE? Quels sont les objectifs de la PE? Mettez le cœur s'il vous plaît, faites vivre le live. Le live va attaquer, faites vivre le live, il n'y a pas un problème, il y a le courant, on n'a pas un problème de courant, la connexion passe bien. Alors, donc, ce manque de visibilité, ce manque de transparence cause également un problème. On a comme l'impression que l'association des parents concerne un certain nombre de personnes et que seuls ces gens-là sont à la gestion du budget qui se fait. Autrement dit, on devait aussi créer une forme de rotation dans la gestion des associations des parents d'élèves comme toute association, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit renouveler le bureau. Il n'y a pas de réunions qui appellent les parents d'élèves à discuter sur l'avenir ou bien la scolarisation de leurs enfants. Ce que nous savons, nous donnons 2000 par parent. Vous voyez, 2000 fois 10, ça fait combien? Fois 100, fois 200, fois 300. Si dans une classe, on a par exemple 60 élèves, parce que c'est ça, nous sommes dans des effectifs pléthoriques, il y a quand même un problème. Donc, le problème ici est partagé. Le problème n'est pas seulement celui des gouvernants qui, effectivement, oui, leur problème est à l'origine, la cause des autres causes. Mais quand même, derrière ça, tout le monde a une responsabilité dans ce qui se passe. Donc, vous allez constater que un troisième problème, le matériel que les parents d'élèves achètent qui sont en surplus, c'est-à-dire les rames de papier, le papier hygiénique, les craies et autres. Après, certains vont jusqu'à ouvrir des commerces. Ils vendent ces choses-là pour se faire des sous. Donc, on vous demande d'acheter quelque chose pour aller le revendre ailleurs. Tout ça, ça asphyxie le parent d'élève qui, lui, a un budget désertique. C'est-à-dire que le désert budgétaire du parent met le parent sous une pression énorme. Mais pire est le problème qui frappe les écoles publiques aujourd'hui. C'est pour certains devenu des marchés, comme je l'ai dit, qui prospèrent sur la misère des parents d'élèves. C'est-à-dire qu'on met la pression sur les parents d'élèves pour créer les commerces. Mais qui le fait? Nous ne savons pas. C'est la question qu'on devrait se poser. Parce que tout ça, ça rentre dans la difficulté que rencontrent les parents d'élèves aujourd'hui. Donc, on crée les marchés sur la misère des parents d'élèves
Et puis, lors des inscriptions, on va constater que les gens vendent les tenues à l'école. Nous, à l'époque, quand on était, par exemple, dans les lycées, on donnait la couleur, les couleurs des tenues aux parents d'élèves et le parent pouvait aller coudre la tenue où le parent veut. Malheureusement, aujourd'hui, avec la création d'un système de badge, vous allez voir que le parent, avec son maigre salaire, va devenir une banque pour certains. Ceux qui font les badges, c'est le parent qui doit, on inclut ça dans la vente de la tenue. On va choisir les gens qui vont venir vendre la tenue dans les établissements. Mais quand ils viennent vendre, ils louent. À qui on paye le loyer que ces commerçants occupent à l'extérieur ou à l'intérieur des établissements? On ne sait pas. Mieux, qu'est-ce qu'on fait? On prend des commerçants qui viennent vendre de quoi manger autre, alors qu'à l'époque, on avait un foyer qui, effectivement, était là et pouvait rentabiliser l'école ou effectivement soutenir le budget de fonctionnement des subventions, venues des subventions de l'État. Donc, du coup, il y a ces gens-là qui créent aussi également des marchés, comme on le voit même dans les hôpitaux ici, hein, à l'intérieur ou à l'extérieur. Ces femmes béninoises, gabonaises et autres qui viennent vendre les sandwichs, les pommes et autres, payent ça, ils payent le loyer là chez qui? Vous allez constater que certains enseignants sont à l'intérieur, tout comme les dirigeants sont à l'intérieur. C'est ce fourre-tout-là qui amplifie le déshonneur du père de famille, qui lui se retrouve dans une situation précaire, misérable, parce que derrière ça, son portefeuille ne répond pas à la demande de l'établissement. Mieux, en dehors du fait qu'on a transformé les établissements scolaires en centre commercial, mais il y a aussi le fait que à l'intérieur de ces établissements-là, les réinscriptions et inscriptions causent un grand problème. Pourquoi je le dis? Nous, à l'époque, quand on allait au lycée, si tu passais en classe supérieure, lorsque tu revenais, tu trouvais déjà que ton nom était là, puisque l'établissement estime que tu es là. Tu n'as pas manifesté un départ. Donc, on sort la liste des anciens élèves. Maintenant, s'il y a des transferts, ces transferts, on va voir comment on peut les insérer en respectant le nombre d'élèves recommandés par classe. Ce qui faisait que les anciens élèves étaient là et en regardant, on dit non, il reste tant de places, donc on peut ajouter tant. Et c'est cela qu'on prenait, soit par transfert, soit par les cas des professeurs. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. On a créé un autre business. Et ce business encore coûte cher aux parents d'élèves. Parce que, au lieu d'attendre, comme on faisait à l'époque, si on est déjà inscrit, c'est un ancien élève, on le reconduit seulement s'il passe en classe supérieure ou s'il le redouble. Non, si vous n'allez pas vite réinscrire votre enfant, on peut rayer son nom. Or, ce n'est pas ça. Vu que c'est cher, le parent se cherche, il veut d'abord trouver les moyens pour venir réinscrire l'enfant. Mais il sait déjà que son enfant a une place. Mais c'est cette place-là qui cause problème. Donc, les dossiers de transfert sont déjà monnayables. C'est aussi un autre business, une autre fémanie au sein des établissements. Et bien évidemment, on a aujourd'hui créé le système des démarcheurs. Hein, Oui, tout le monde va bien, merci. Merci chérie. On va également créer les démarcheurs. Donc, ceux-là qui se prétendent dans les quartiers comme étant des professeurs, capables d'inscrire les enfants dans les établissements, prennent les dossiers moyennant 100, 150 000 francs et ils amènent le dossier. On ne sait pas
Où vont ces 150 000 francs? Où vont ces 100 000 francs? Est-ce que ces 100 000 francs rentrent dans les caisses de l'État? Si c'était le cas, bon, on peut encore dire oui, puisque ça peut servir à tout le monde après. Donc, voilà un parent qui n'a même rien, mais qui veut scolariser son enfant, mais il est obligé de faire des démarches, d'aller vers les démarcheurs qui, eux, ont la possibilité d'inscrire les enfants. Parfois, ces démarcheurs scolaires ne sont même pas professeurs ou quoi, mais c'est des simples businessmen. Du coup, la place de l'enfant est menacée dans l'établissement si on ne le réinscrit pas très tôt, donc le parent doit faire les mains et les pieds pour vite réinscrire l'enfant. Et de l'autre côté, les enfants qui sont dans un transfert normal ne savent pas comment le faire, puisqu'il y a d'autres qui sont en haut, il y a d'autres de ceux qui sont déjà là, et on peut se retrouver avec des enfants qui vont aller du mois de l'entrée, donc de septembre, jusqu'en décembre. Ils ne trouvent aucune solution. Les parents semblent là, ne savent plus à quoi se vouer, à quel sens se vouer, parce que tout simplement, il y a des gens en bas qui tirent le profit de la scolarité de ces enfants ou du système scolaire. Non, je disais, donc le fait de monnayer les transferts dans nos établissements est un problème aussi. Un problème. 150 000 des enseignants. Parfois même certains enseignants aujourd'hui n'ont même plus de cas. Ils ne peuvent même pas avoir de cas. Parce qu'on préfère prendre là où on gagne que de prendre là où quelqu'un veut aider sans rien demander en retour. Parfois, si cet enfant reste sans satisfaction, si le cas de l'enfant reste sans satisfaction, les parents vont procéder à la recherche du remboursement qui va causer des problèmes de gauche à droite. Moi j'ai eu un cas comme ça par le passé. Nous sommes allés même jusqu'au commissariat de Bellevue 2. Et puis on te dit, après on te dit, mais tu sais que c'est illégal. Mais mon Dieu, quelqu'un veut inscrire son enfant, il fait comment? Donc, du coup, le monsieur va te rendre l'argent, ou bien il va te dire attends, et tu vas attendre et l'enfant va commencer au deuxième trimestre. Mieux. Vu le problème, le fait qu'il faut dépenser 150 000, 100 000 francs pour un enfant, et les prix varient en fonction des niveaux, en fonction des niveaux, les parents, ce que vous ne savez pas, certains parents d'élèves sont dans l'obligation de priver certains de la scolarisation et favoriser d'autres. Donc, ils privent ceux qui sont dans les classes simples et puis ils vont privilégier celui qui est en classe d'examen. Donc voilà un Gabonais qui va passer 1 an assis à la maison. 1 an assis à la maison, il n'a rien et voilà, on va prendre un petit bandit quelque part puisque les parents ont l'argent, on le ramène à l'école. Or, celui-là pouvait apporter. Mais comme le parent est dans un désert financier, le parent est obligé de faire des choix. Vous voyez? Donc, on a déjà ici la cause due au fait qu'on a supprimé les subventions de l'État, la cause la cause due au fait qu'on veut récupérer, compenser ce que l'État nous a récupéré par les cotisations multiples, par la transformation des établissements en centre commercial, par la vente des transferts, mais mieux, on fait même louer d'autres personnes qui n'ont rien fait dans leur vie. Ce qu'ils ont trouvé seulement, c'est d'être les démarcheurs dans les établissements. Et ça va même loin. Même pendant l'examen, ces mêmes démarcheurs sont là pour démarcher l'admission à des concours, à des examens scolaires. Ce qui, est, à mon avis, à mon humble avis, tue l'enseignement dans notre pays. Donc, on a ces cas-là. Et puis, on arrive à un fait qui fait quand même couler beaucoup d'encre dans notre pays. En dehors de ces causes-là, mais on vient voir certains enseignants qui ne tiennent même plus compte
des livres alignés au programme scolaire. C'est-à-dire que vous aviez l'État gabonais ou bien le ministère de l'Éducation nationale s'est assis, ils ont dit, bon, écoutez, voilà les manuels qu'on va utiliser l'année-là. Mais l'enseignant, il n'est pas là-dedans. Il est venu à l'école non seulement pour faire la transmission technologique, développer les clichés de connaissances en savoir, mais également il est venu pour faire son commerce. Alors là, lui, il ne tient pas compte de ses ouvrages. Dans les ouvrages listés. Qu'est-ce que lui fait? Ils vont créer eux-mêmes leur propre fascicule qu'ils vont revendre aux élèves. Du coup, si votre enfant n'a pas les fascicules demandés, dont les fascicules que le professeur lui-même il a fait avec leur département, si tel est que nos enseignants, ce n'est pas de la critique, prenez ça comme vous voulez, mais je réponds aux parents qui ont appelé. Vraiment, excusez-moi, je n'ai rien contre les enseignants, je n'ai rien. Votre business, je ne veux même pas m'intéresser, mais je suis obligé d'en parler pour expliquer à certains. Donc, les gars, ils créent leur propre fascicule. Mais si tel est que nos enseignants ont du génie pour créer des fascicules, mais réunissez-vous par département, vous mettez en place des livres qu'on va vendre, on remet à l'État, et l'argent qui sort de ces livres-là, bien évidemment, va renforcer les caisses de l'État. Que de dire qu'on cherche encore, non. Or, qu'est-ce qu'ils font? Il y a des livres qui sont mis au programme, le parent d'élève va acheter ces livres-là, et puis après on lui dit non, ce n'est pas le livre-là qu'on utilise à l'école. Parce que l'enfant du secondaire ne maîtrise pas, il dit c'est un livre. Or, ce sont des fascicules. Ces fascicules-là, on les revend aux enfants. 6 000, 7 000. Et le parent, s'il n'a pas d'argent pour acheter ces fascicules, son enfant est menacé à l'école. C'est-à-dire que, soit on dit tu ne peux pas rentrer si tu n'as pas ça, soit quand on enseigne, on donne des polycopes, c'est ton enfant n'a pas de polycopes. Et puis, derrière, on te dit, mais mon frère, si tu ne peux pas, voilà. Et le parent à la maison, puisque l'enfant fait la revendication, le père a la pression de son enfant qui exige que papa, moi je veux bien apprendre, oui tu attends les résultats, mais il me faut tel fascicule. La mère regarde, commence à regarder son mari, qui je suis même allé épouser là, ça c'est qui? Lui là, il ne peut même pas s'occuper. Quand elle va aller s'asseoir avec ses copines, nos femmes d'aujourd'hui, je te dis que moi, le malheur que j'ai à la maison, le mari que j'ai là, il est même incapable d'acheter des livres. Le professeur a demandé à lui, voilà un système bien huilé, une mafia scolaire incroyable. Et le parent n'a pas de raison à la revendication. Non, il ne peut pas. S'il va revendiquer, il expose son enfant. On peut exclure l'enfant, on peut menacer l'enfant. Et résultat, avec tout ça là, il y a des conséquences énormes. Et c'est dans ces conséquences que je voudrais interpeller l'État. Les conséquences. Les conséquences d'humiliation des parents, d'élèves, soumis à la pression des directions de l'école, avec des listes kilométriques, des listes de fournitures kilométriques, la pression des enfants, la pression des enseignants, la pression de votre propre femme, vous ne pouvez même plus dormir parce que votre femme vous dit non, les autres ont déjà acheté les livres, regarde ce que les autres ont fait, toi tu n'as rien fait. Alors, quand le père rentre à la maison, c'est un regard méprisant qu'il accueille. Il est méprisé, il n'est plus rien, il est l'ombre de lui-même. Son autorité parentale est à l'eau. Qu'est-ce qu'il peut bien dire? Il est dans l'incapacité de répondre aux besoins scolaires de son enfant. Pourquoi? Parce que certains ont trouvé le génie malin de transformer l'école en monstre et en bourreau pour les parents. Mais il y a une autre conséquence plus grave. C'est que cette manière de mystifier la scolarisation dans notre pays va entraîner d'autres résultats néfastes qui ne sont pas rentables pour notre pays. Nous aurons des moyens sexuellement transmissibles. Parce que l'enfant qui n'a pas pu avoir le livre, faites vivre le live s'il vous plaît.
plaît, faites vivre le live, mettez les cœurs. Nous allons bientôt terminer. Je ne sais pas pourquoi le live est attaqué. Non, ce n'est pas des délestages de courant là. Mettez-les. Donc, ici, il y a une conséquence grave. Nous n'aurons pas de Gabonais de qualité en matière du savoir. Nous allons trouver les Gabonais qui est une pépinière. Je crois qu'on a un véritable problème. Donc, nous allons retrouver à l'époque de nos grands-parents où on choisissait ceux qui peuvent aller à l'école et ceux qui peuvent rester au village pour rester à faire des plantations. Ça se passait à l'époque. Les parents ne pouvaient pas envoyer tous les enfants à Brazzaville. On envoyait ceux qui étaient intelligents et ceux qui étaient moyens, qui n'apprenaient pas bien, qui n'avaient pas de bonnes moyennes, on les gardait à la maison. Alors qu'un enfant moyen peut également réussir demain. Voilà ce à quoi nous arrivons. Nous allons avoir des jeunes filles qui sont obligées de se donner à leurs enseignants. Parce que tout simplement, les parents n'ayant pas de moyens, et n'ayant pas de quoi peaufiner son intelligence, elle préfère opter pour la facilité. Résultat, le grade scolaire y est, mais la matière grise n'y est pas. Nous aurons les jeunes enfants, les jeunes garçons qui, eux, vont devenir des démarcheurs, des amours scolaires de leurs enseignants. Parce que tout simplement, il faut quand même trouver quelque chose qui va aussi te permettre d'aller en classe supérieure. Et le parent derrière ça, faible parce que son budget, faible parce que son portefeuille ne peut pas répondre aux besoins des enfants, il sera l'homme de lui-même dans sa propre vie. Les enseignants qui font, les enseignants bénévoles que nous pouvons retrouver, qui sont à l'attente des budgets, qui sont dans les villes reculées, dans les provinces, au fin fond. On a vu un cas comme ça, et Cook, qui attendent leur poste budgétaire, mais qui ne le reçoivent pas, sont obligés de se lancer également dans cette fémanie scolaire, parce qu'ils n'ont pas de quoi vivre. Certains parents, certains Gabonais qui se sont portés garant d'aider les Gabonais, d'aider le ministère de l'Éducation nationale, moyennant même une bourse, ne l'ont pas. Et pour y arriver, un enseignant, le même enseignant qui tient votre enfant, c'est le même enseignant qui vous dit « je vais faire le cours à votre enfant moyennant 10 000 ». Comment l'État peut payer un enseignant qui tient votre enfant et vous aussi vous payez? Donc ce professeur a deux salaires, le salaire de l'État et le salaire des parents. Voilà comment le parent va se retrouver dans la misère. Si nous avions fait ce contour, si nous avions essayé de regarder comme ça, je vous interpelle alors, vous qui m'aviez demandé de revenir sur ce direct, de regarder objectivement. Que devons-nous proposer à nos gouvernants actuels pour effectivement pallier à ce problème? La seule chose que nous pouvons d'abord à nous dire à nos gouvernants actuels, c'est de ramener systématiquement les subventions de l'État allouées aux établissements publics. Parce que, même aux établissements privés, parce que beaucoup d'élèves qui ont eu le concours se sont retrouvés dans les écoles privées, non pas parce qu'ils voulaient y aller, mais parce que l'État le public n'ayant pas assez de place, ont sollicité l'aide des écoles privées. À partir de cet instant, le budget de fonctionnement des établissements doit être rétabli. Ça, c'est la première chose. Et puis, veiller à la bonne moralité des acteurs, sinon des éléments, sinon les acteurs, je veux dire les acteurs de l'enseignement. Si
les gouvernants ont sollicité ou bien ont déjà désigné un certain nombre de livres. Ce sont ces livres-là que les enfants doivent utiliser. N'allez pas chercher d'autres livres, parce que le parent ne peut pas en même temps acheter les livres qui sont au programme, en même temps acheter les fascicules des professeurs. C'est pas bien. Mes très chers frères, je ne pense pas avoir... Bon, nous allons arrêter le live, hein, parce que je ne pense pas avoir répondu convenablement à votre demande, mais c'est ce que je pouvais faire. Le problème est très lourd, c'est vaste. Parce que pour qu'on retrouve les lettres de noblesse de notre système éducatif, l'État d'abord, donc nos gouvernants doivent d'abord ramener le budget de fonctionnement des établissements. La deuxième chose, on doit systématiquement regarder sur le problème des transferts. Un enfant qui est rentré en 6e n'a pas besoin de faire le dossier chaque année. Le dossier est déjà existant. Nous, à l'époque, il n'y avait pas la technologie avancée. Même quand on gagnait le concours, on arrivait au lycée d'État. Mes parents n'ont jamais donné un document. Le nom était déjà là parce que le ministère avait déjà transmis les listes. Et cet enfant qui n'a pas donné des documents, peut-être en terminale. Et c'est là pourquoi parce que ce système permet à ce qu'un enfant peut avoir plusieurs identités. Et mieux, la cause due au démarchage scolaire fait en sorte qu'un enfant est bandit ici, demain il se retrouve dans telle école, il fait le banditisme là-bas. Donc, lui, il ne passe que par évaluation parentale. Ça, je suis en train de dire, tu vas chercher quoi? Bon, je pense qu'on va d'abord arrêter le live ici. Ça embête un peu. Ce n'est pas un problème de stage, mais je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, je te dis merci. C'était Fortuné Edou, la voix des sans-voix, membre du PJC, cadre de l'Union nationale, votre humble serviteur. Si j'ai essayé de répondre avec les moyens que j'avais, nous allons peut-être nous retrouver prochainement.